des troubles du comportement alimentaire chez les candidats à la chirurgie, eh bien on voit donc que la prévalence du binge eating disorder est très variable, entre 4 et 68%, en moyenne donc c'est 30%. Le night eating disorder entre 8 et 30%. Et la prévalence du grignotage donc, varie en fonction des études, est plus fréquent donc, chez les femmes et varie entre 19 et 50%. Cet article donc, en dessous qui est mentionné, sur 2266 patients, retrouve à peu près des prévalences similaires. C'est des patients qui vont être opérés, qui ont été évalués donc, avant l'opération. On voit, donc c'est des patients américains, on voit quand même qu'il y a 2% qui ont des diagnostics de boulimie nerveuse, ce qui est une contre-indication. Il y a également, donc, on retrouve 20% de binge eating disorder et 17% de night eating disorder. Alors on va regarder maintenant l'évolution, c'est-à-dire que deviennent ces patients donc, qui ont des troubles du comportement alimentaire après la chirurgie. On va regarder là les binge eating disorder et le premier indice qu'on va regarder c'est la perte de poids à court terme. Donc à court terme, c'est-à-dire dans les 6 mois à 1 an. Est-ce qu'il y a des différences, qu'on ait ou pas un trouble du comportement alimentaire de type binge eating disorder? Donc là, j'ai illustré par un papier, mais la plupart des papiers ne retrouvent pas à court terme de différences significatives dans la perte de poids entre les patients atteints de binge eating disorder et ceux qui ne sont pas atteints de binge eating disorder après l'opération. Donc là, c'est 3 groupes de patients, vous voyez, 59 patients qui ont un binge eating disorder qui n'ont pas été opérés, qui ont été suivis par un programme hebdomadaire afin d'essayer de modifier leur habitude de vie. Et puis donc il y a un autre groupe de 36 patients qui ont un binge eating disorder qui a été opéré et un groupe donc de 49 patients qui n'avaient pas de binge eating disorder mais qui avaient des indications à la chirurgie bariatrique. Et donc on voit à 6 mois et à 1 an donc, que la perte de poids est à peu près identique dans les 2 groupes de patients qui ont été opérés et que là on montre aussi que la chirurgie est beaucoup plus efficace que la prise en charge médicale, même si la prise en charge médicale montre quand même une amélioration de la perte du poids. Donc à court terme, pas de différence entre les troubles alimentaires par rapport à ceux qui n'en ont pas. La perte de poids, donc, comme on l'a vu ce matin avec Sébastien Guillaume, elle est expliquée effectivement par la technique chirurgicale, mais aussi par des mécanismes neurologiques. On voit ici donc 14 patients donc, obèses qui ont eu donc, un IRM avant leur opération par bypass gastrique et 1 mois donc, après le bypass gastrique. On leur a montré donc, des aliments à haute valeur énergétique, donc ils leur faisaient envie a priori, et on a regardé la stimulation donc, au niveau cérébral par l'IRM, et donc on voit, je vois avec ça, voilà, et voilà. Donc on voit ici, donc, chez les aliments à haute valeur énergétique, avant donc, il y avait une stimulation donc, du cerveau avant l'opération qui est importante, et qui est très peu importante donc, après le bypass. Les aliments qui sont pauvres en calories ne stimulaient pas donc, le circuit de récompense et après l'opération non plus. Donc la perte de poids est aussi liée à une baisse de l'appétence pour les aliments riches. Alors après, on va regarder l'évolution à moyen et long terme. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui ont un binge eating disorder et ceux qui n'en ont pas? Et là, on voit qu'il y a les choses sont différentes puisqu'il va y avoir une diminution de la perte de poids à 2 ans, donc dans cette étude, où 216 patients ont été donc opérés, et il y en avait donc 43 qui n'avaient pas de binge eating, 129 qui avaient un binge eating, on va dire, subsyndromique, et 44 qui avaient un binge eating disorder bien identifié. Et après 2 ans de suivi, on voit donc dans les 3 groupes que la perte de poids donc, est importante lorsqu'il n'y a pas de binge eating disorder et qu'elle est ralentie lorsqu'il y a un binge eating disorder atypique et encore plus ralentie lorsqu'il y a un binge eating disorder bien identifié. Pareil dans cette étude qui là est un suivi encore plus long, donc avec une moyenne de 4 ans. Donc on voit également, hop,
que les patients qui ont un binge eating disorder, eh bien, par rapport au poids le plus bas qu'ils ont eu après la chirurgie, ils ont regagné beaucoup plus de poids que ceux qui n'avaient pas de binge eating disorder. Et si on regarde ici, alors on leur demande l'évolution du poids au cours des 3 derniers mois. Ceux qui ont un binge eating disorder ont une ascension du poids, alors que ceux qui n'en ont pas continuent d'en perdre même 4 ans après l'intervention. Il est encore plus long, donc c'est des suivis sur 15 ans. On voit également que, que les patients donc, qui n'ont jamais eu de binge eating disorder, donc ni avant ni après l'opération, il y a donc un IMC qui est élevé, après la chirurgie il est bas, et au bout des 15 ans, il remonte légèrement, mais reste inférieur à l'IMC de départ. Chez les patients qui ont un binge eating au départ, mais qui ne réapparaît pas après la chirurgie, eh bien on voit donc qu'on a à peu près une cinétique identique. Par contre, chez ceux qui avaient un binge eating disorder avant et qui ont redéveloppé un binge eating disorder après l'opération, eh bien on voit qu'il y a une réaugmentation de l'IMC de manière significative. Alors pourquoi les gens qui ont un binge eating disorder reprennent donc du poids? Il faut savoir que globalement, donc, les gens qui ont un binge eating disorder vont avoir une consommation calorique totale plus importante que ceux qui n'en ont pas, avec des apports lipidiques plus importants et des apports protéines moins importants. Il y a également des facteurs qui ressortent. On en a parlé ce matin, et bien c'est les facteurs de dépression et d'anxiété qui sont associés et qui, eux également, même de manière indépendante, vont pouvoir entraîner une diminution de la perte de poids. C'est ce qu'on voit dans cette étude qui a été réalisée par l'équipe de Tours, qui montre que les patients qui ont été opérés avec un suivi à 12 mois donc, après l'opération, s'ils avaient donc au départ des scores de binge eating qui étaient élevés, et vous voyez, il y a une perte de poids négative, donc il y a une diminution de la perte de poids, plus le score de binge eating était élevé au départ. Mais également, indépendamment, des scores d'anxiété et des scores de dépression. Plus les scores de dépression sont élevés, moins la perte de poids est importante. Donc à court terme, pas de différence. À moyen et long terme, il y a plutôt une baisse de la perte de poids et un regain de poids qui peut survenir. Ensuite, on a regardé un petit peu l'évolution après la chirurgie bariatrique en ce qui concerne les comorbidités associées à l'obésité. M. Scottet l'a dit ce matin, on opère aussi les patients parce qu'ils ont des comorbidités associées, du diabète, de la tension, des syndromes d'apnée du sommeil. Et donc on va regarder si le fait d'avoir un binge eating disorder, ça va avoir le même impact sur l'évolution de ces comorbidités. Donc j'ai trouvé un article, ça a été peu étudié, mais un article qui montre donc là sur 55 patients, donc c'est une petite série, mais qui montre que les patients qui n'ont pas de binge eating disorder versus les patients qui ont un binge eating disorder, on voit qu'il y a une baisse de l'hypertension artérielle qui est moins importante dans ce groupe-là, et que si on regroupe l'ensemble des comorbidités associées, on voit également que les gens qui ont un binge eating disorder vont récupérer moins bien que les gens qui n'ont pas de binge eating disorder. Alors, un autre syndrome qui est le night eating disorder, on n'a peut-être pas parlé, donc ça, ce sont des patients qui vont manger donc, essentiellement pendant les périodes nocturnes, avec en général une anorexie dans la matinée. Ils ne mangent pas dans la matinée, mais ils vont manger toute la prise alimentaire plutôt en deuxième partie de journée, avec une perte de contrôle et également une sensation de culpabilité. Donc il y a très peu de littérature là-dessus, mais il y a une méta-analyse, enfin, pas une méta-analyse, mais une revue de la littérature sur toutes les études qui ont étudié le night eating syndrome et la chirurgie bariatrique. À chaque fois, il y avait donc avant et après pour voir la prévalence du syndrome avant et après la chirurgie, avec des délais de suivi qui étaient plus ou moins longs. Ce qu'on retrouve globalement, c'est que après la chirurgie, donc il y a moins de prévalence du night eating syndrome, que le fait d'avoir un night eating syndrome avant la chirurgie n'a pas de lien avec la perte de poids, contrairement au binge eating disorder. Et par contre, lorsqu'on a un IMC plus élevé
en post-chirurgie, c'est lié avec une prévalence plus élevée en post-chirurgie d'avoir un night eating disorder. Ensuite, il y a un terme qui revient souvent dans la littérature, c'est le terme de grazing. Alors le grazing, c'est le fait de prendre de manière répétée tout au long de la journée, sans vraiment faire de repas, des petites quantités de nourriture, avec une sensation également de perte de contrôle. Alors grazing, c'est le pâturage, donc c'est un peu brouter, c'est comme les vaches, on mange un petit peu toute la journée, sans faire de réels repas. Et donc il faut savoir, là, c'est une étude qui a fait un suivi sur 2 ans, donc les patients qui avaient déjà avant la chirurgie ce trouble alimentaire, donc avaient une reprise de poids à 2 ans qui était plus importante que ceux qui ne l'avaient pas. Et ceux qui avaient au départ un binge eating disorder, ils étaient plus à risque de développer ce type de comportement alimentaire à 2 ans, puisque du coup ils ne peuvent plus manger les grandes quantités, donc ils mangent des petites quantités tout le long de la journée. Alors maintenant, on va voir s'il y a c'était l'évolution pondérale des comorbidités, on va voir les complications. Est-ce qu'il y a des spécificités des complications chirurgicales liées aux troubles du comportement alimentaire? Alors, les complications chirurgicales, je ne vais pas y revenir, on en a vu tout à l'heure. Il y a des complications mécaniques, qui peuvent être les sténoses anastomotiques, les hémorragies, les fistules, les occlusions, qui sont liées à la chirurgie. Et donc, j'ai trouvé un seul papier qui a montré donc, effectivement que les gens qui avaient un binge eating disorder, au départ, avaient plus de risques de faire une sténose de l'anastomose gastro-jéjunale. Concernant l'anneau, c'est l'autre papier que j'ai pu identifier, concernant donc l'anneau, 379 patients, 130 avaient un binge eating disorder, 249 n'en avaient pas, ils ont été suivis 5 ans pendant la chirurgie, et on voit donc sur la figure de gauche qu'il y avait une nécessité chez ceux qui avaient un binge eating disorder, avec les petits points noirs, de gonfler plus l'anneau que ceux qui n'avaient pas de binge eating disorder. Et concernant les complications, les patients avec les binge eating disorder avaient plus de dilatation de la poche et de dilatation ésophagienne que les autres. Les complications fonctionnelles qui sont engendrées donc, par la chirurgie, on les a vues également. Et donc on va regarder un petit peu quel est l'impact de ces complications fonctionnelles sur les TCA. On sait que les troubles du comportement alimentaire, il y a des passerelles, les patients peuvent glisser d'un trouble alimentaire donc, à l'autre, et la chirurgie peut être une de ces passerelles, puisque du fait des réductions des apports, des vomissements, il peut y avoir des restrictions alimentaires, du fait des dumping syndromes, il peut y avoir des évictions alimentaires également, et donc faire des restrictions. Les hypoglycémies, on l'a vu, il peut y avoir des recycrages et des grignotages qui peuvent également déclencher des troubles alimentaires. Donc ce qu'il faut bien retenir, peu d'impact sur la perte de poids à court terme, un regain de poids plus important à moyen et long terme dans les troubles du comportement alimentaire par rapport à ceux qui n'en ont pas, moins d'amélioration des comorbidités liées à l'obésité après la chirurgie, plus de risques de complications mécaniques à la chirurgie et plus de risques de développer un TCA ou de glisser vers un autre TCA après la chirurgie. 2 cas cliniques rapides, là pour vous montrer dans le service 2 patients qui ont eu donc, une chirurgie et qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Donc Madame P, est en 67, mariée, 2 enfants, niveau de scolarité bac, était chauffeur d'ambulance, faisait pas d'activité physique, elle avait donc des comorbidités associées, une stéatose hépatique, une hypertension artérielle. Son histoire pondérale montrait donc une prise de poids à partir donc, de 1996, où son mari a eu un accident grave et elle a pris 20 kg en un an avec apparition de compulsions alimentaires. Elle a également pris du poids pendant ses 2 grossesses et elle a eu une période de chômage dans laquelle elle a pris aussi du poids et son poids maximum atteint était de 139 kg. C'est donc là qu'on l'a suivi donc, en 2007, elle est arrivée dans le service de nutrition avec un rééquilibre alimentaire et une activité physique modérée mais régulière. On a eu un petit résultat après notre suivi, on a perdu 6 kilos, mais ça stagnait et la patiente était découragée et elle souhaitait avoir de la chirurgie bariatrique. Néanmoins, donc, elle avait quand même une hyperphagie au moment des repas, elle mangeait des grandes quantités et des crises compulsives de temps en temps donc, dans la semaine.
Son poids était donc de 133 kg, un IMC à 44,9. Donc ce qu'on a décidé, c'est de faire une psychothérapie par une thérapie cognitivo-comportementale et de mettre un traitement avec des inhibiteurs de recapture de sérotoninergique qui ont un effet de diminuer un peu la prise alimentaire et les compulsions alimentaires pendant 6 mois. Il y a eu une nette amélioration du comportement alimentaire et de l'humeur. Et donc la patiente a été opérée, une sleeve gastrectomie. Elle faisait 127 kg au moment de l'opération. Elle a perdu en 1 an donc 55 kg pour atteindre un poids de 72 kg. Et 2 ans après la chirurgie, elle était toujours suivie. Elle a repris un petit peu à 67, mais elle avait un IMC à 25,5. Puis, on ne l'a pas vue pendant 1 an. Et elle est revenue donc, en consultation début 2013 avec un dégoût alimentaire, une perte d'appétit, une fatigue importante. Elle avait perdu du poids, 15 kg. Donc, au cours des 6 derniers mois, elle avait un poids à 61 kg. Le facteur déclenchant était des tensions conjugales et avec un divorce en cours. Donc il y avait un syndrome dépressif derrière associé. Au bilan nutritionnel, on a retrouvé donc une anémie par carence martiale, une carence en folate, des calcium et vitamine D qui étaient bas, un syndrome donc, de dénutrition biologique avec une albumine et une préalbumine basse. Donc on a remis donc, la patiente sous antidépresseur avec un suivi psychiatrique cette fois rapproché. On l'a supplémenté en vitamines et donné des compléments alimentaires dans un premier temps. Et au bout de 9 mois, donc, il y a une nette amélioration de l'humeur. Elle a pu reprendre un peu de poids, reprendre une prise alimentaire quasi adaptée. Et elle a repris donc, le poids et il n'y a plus de carence. Et elle a surtout retrouvé un compagnon.